J'aimerais qu'on puisse aborder un autre élément qui n'est pas des moindres, c'est la médecine, au sens large du terme, notamment, et pas seulement, via les plantes. Alors tu as consacré bon nombre de chapitres à ce sujet, tu y reviens régulièrement, de façon à ce que ça rentre bien dans nos esprits, dans nos consciences, sur déjà d'une part ce qu'est la pharmacopée chimique à l'heure actuelle, et du non-sens, alors même si elle a son utilité dans une certaine mesure, hein, tu le dis toi-même, mais du non-sens du fait de breveter le vivant. Oui, breveter le vivre. C'est vrai que euh, il y a une forme d'industrie au niveau de tout ce qui est médicaments, mais de plus en plus les médicaments sont faits à base de certaines plantes qui ont des composés chimiques d'une efficacité incroyable. Et de plus en plus, euh, on prend des plantes qui sont utilisées depuis des millénaires par des traditions anciennes dans toutes les parties du monde. Il y a des plantes qui sont utilisées de façon très traditionnelle depuis des millénaires et on se les accapare et on y met un brevet dessus. Et du coup, le fait qu'il y ait ce brevet sur les plantes euh, tue moyen d'utiliser ces plantes d'une autre manière que comme elles sont brevetées. Tu vois. Euh, Ça aussi, il y a quelque chose qui me paraît déplacé là-dedans. Euh, les plantes ont toujours soigné, depuis des millénaires, ont toujours soigné les hommes avec des maladies très graves même. Et moi, je n'arrive pas à concevoir que l'on puisse, qu'une industrie pharmaceutique puisse s'accaparer une plante et breveter la plante, breveter son composé chimique et ses molécules, et pour en faire une industrie qui devient presque intouchable. Et d'ailleurs, tu mets en perspective de certains chercheurs qui vont auprès de ces peuples premiers pour avoir les secrets de quelle plante guérit quoi, et n'hésitent pas à se faire passer pour des touristes comme ça, en soif de recherche, afin d'acquérir le secret de telle ou telle plante pour guérir telle ou telle maladie, et afin de les ramener dans des pays industrialisés, et de pouvoir breveter ces fameuses molécules. Conrad, on va accueillir Alexandre. Alexandre, bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonsoir Bonsoir Conrad. Alexandre. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Alors, trois choses. La première, je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque les animaux ressentent certaines choses. Nous en avons eu un témoignage fulgurant lors du dernier tsunami. Pas celui du Japon, mais celui en Philippines, je crois, aux Philippines, Mhm. où les éléphants ont cassé leurs liens pour se sauver dans la direction opposée au tsunami. Et on a vu, hélas, qu'il y avait très peu d'êtres humains qui ont suivi les éléphants. Il y a Ça, beaucoup d'animaux qui ont eu c'est, ce réflexe-là d'ailleurs. oui, c'est l'observation que j'ai faite. Concernant les végétaux, personnellement, je vais demander au maire, au travers des élections municipales que nous allons avoir en France prochainement, et surtout dans le département et dans la région, c'est de mettre en place une automaticité sur la plantation d'un arbre à chaque fois qu'il y a une naissance d'enregistrée. Ce qui n'est pas fait en France, et ce serait un beau symbole pour les générations futures. C'est joli ça comme idée. Comment? Oui, il te disait, Alexandre, que c'était une très belle idée. Ah, très bien. Bon, bah, donc ça m'encourage à concrétiser cette démarche. Bien sûr, il faut. Ça se fait beaucoup en Corse, ils enterrent même le placenta du nouveau-né, ce qui est encore, qui renforce le symbolique, la symbolique, mais je ne veux pas aller jusqu'à là parce que après je me mettrai à dos les industries cosmétiques qui travaillent avec les placentas. Mhm. Euh, et une question pour vous.
Oui. Vous l'avez autour de Laurent, vous l'avez vous-même, parce que j'ai vu que vous êtes désaltéré. Que pensez-vous de l'enfermement de l'eau dans du plastique? C'est une chose qui me tarabuste. Je mets mon eau que je bois dans du verre pour différentes raisons. Et ça m'attriste de voir que la population se désaltère avec de l'eau qui est mise dans du plastique, avec toutes les conséquences que cela peut induire. Voilà. Forcément c'est néfaste. Surtout quand elle est stockée à long terme comme ça. Donc c'est vrai que c'est préférable de stocker l'eau dans des bouteilles en verre parce qu'à long terme, tout le plastique, j'ai pas de leçon à faire là-dessus, tout le monde le sait, le plastique se décompose dans l'eau et devient cancérigène. Donc forcément c'est complètement néfaste. Oui. Très bien. Et ma dernière observation, on fait tellement de mal aux animaux, ça c'est une évidence, mais nous faisons aussi beaucoup de mal à nos semblables, les femmes, au travers de la pharmacie, au travers de tous ces moyens chimiques de contraception. Il y a eu une très belle émission sur Ici et Maintenant là-dessus. Est-ce que vous pensez que il va y avoir une prise de conscience, ne serait-ce que par vos observations, sur le traitement des femmes, sur le traitement des enfants avec tous les vaccins nocifs et nauséabonds, avec cette fameuse aluminium qui est dedans. Et donc, est-ce que vous avez suffisamment d'optimisme en vous pour être, pas certain, mais disons, être persuadé que l'être humain va un jour prendre conscience qu'il faut arrêter toutes ces mauvaises idées, quoi. Voilà, je vais vous écouter sur l'antenne pour laisser la place aux autres, bien sûr. Merci Alexandre, au revoir. Merci Laurent, merci Gondrin, au revoir. Alors oui, pour tout ce qui est de contraceptif et tout ce qui est nocif, il y a déjà une prise de conscience qui s'effectue partout dans le monde, vraiment réel. Il a été constaté chez beaucoup de femmes que celles qui utilisaient des contraceptifs chimiques étaient sujettes à des cancers, à divers cancers. Donc il y a vraiment une prise de conscience qui se fait à ce niveau-là et je pense que les changements vont s'opérer aussi. Conrad, j'aimerais qu'on puisse continuer sur la médecine et de voir justement ce qu'est pour toi une maladie. Ce qui est pour moi une maladie. Alors, bon, il y a des maladies qui existent parce qu'elles sont des maladies, d'accord? Contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de maladies qui sont créées à cause de quelque chose d'émotionnel qui n'est pas résolu, qui n'est pas extériorisé. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, tout est énergie, d'accord? Et quand une émotion, elle est là, une émotion négative est là, une pensée négative, forcément, ça crée une énergie négative à l'intérieur du corps. Et si cette énergie négative, elle n'est pas transformée, ou si elle n'est pas extériorisée, ou si on n'a pas la source de cette émotion négative, eh bien cette émotion négative, cette énergie négative va physiquement créer des toxines à l'intérieur du corps et va affecter le corps et le système immunitaire de diverses manières. Alors, ça peut être sur les organes, sur la peau, sur les os, sur les articulations, sur les cheveux, sur les yeux, sur diverses choses selon la sensibilité de chacun. Mais ces toxines vont vraiment affecter le corps physique. Donc à la base, on a quelque chose d'intangible, c'est-à-dire une émotion négative. Mais cette émotion négative, c'est quand même de l'énergie qui va affecter de l'énergie, c'est-à-dire quelque chose de tangible. Et c'est pour ça que des fois, ça peut être un simple rhume, par exemple. Je suppose qu'il est déjà arrivé à certains qui nous écoutent de se lever avec un gros rhume ou avoir mal au cervical en disant « je ne comprends pas, je n'ai pas attrapé froid hier, j'ai pas mal dormi, il ne m'est pas arrivé quelque chose de particulier, et pourtant j'ai ce rhume ou j'ai cette cervicalgie ». Et bien dans ce cas-là, il faut des fois chercher une émotion 2-3 jours avant, qu'est-ce qui s'est passé. Et souvent on dit « ah ouais, on m'a fait cette réflexion et ça m'a énormément contrarié ».
où j'ai eu telle et telle chose, tel événement qui m'a créé une émotion négative. Eh bien, c'est parce qu'en réalité, l'émotion négative a vibré de façon négative, a créé une toxine qui a influencé le système ORL ou les cervicalgies ou des choses comme ça. Alors ça peut aller des choses très simples, comme des maladies très graves, comme des cancers. Donc il y a énormément de pourcentage de maladies qui sont dues à des émotions non extériorisées ou non mises à jour ou non gérées. J'aimerais que tu puisses nous donner l'exemple de cet enfant et de ce couple qui était venu vers toi. Oh oui, le petit garçon de San Francisco. C'est une histoire merveilleuse. C'est des parents qui ont fait appel à moi, qui étaient à San Francisco, ils venaient de s'installer là-bas. Et le petit garçon avait avait tout simplement beaucoup d'eczéma partout sur le corps. Quel âge il avait? 11 mois. 11 mois. Donc énormément d'eczéma sur le corps, c'était très difficile pour lui, hein, donc avec certaines souffrances, il se grattait, il pleurait, donc c'était très difficile pour lui. Et ils avaient essayé de voir des docteurs et ça marchait pas complètement, ça soulageait mais ça marchait pas. Et du coup, j'ai pu voir dans les garçons qu'il captait certaines choses, certaines énergies de quelqu'un de la famille. Donc là, c'était le papa, entre autres. Et en fait, les enfants, comme les animaux, ils ont l'instinct ouvert de percevoir toute forme d'énergie et de capter énormément de choses. Ils ont cet instinct-là dès la naissance. Après, c'est coupé par l'évolution et par certaines formes d'éducation. Et donc, pour en revenir à ce petit garçon, en fait, quelque part, le papa avait a eu un nouveau travail, donc avec tout ce qu'il en avec une nouvelle maison, tout ça. Et quelque part, il avait peur de perdre certaines sécurités. Parce qu'ils étaient dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils avaient peur de retourner en France et qu'ils n'avaient pas envie d'y retourner. Il y avait beaucoup de choses, énormément de choses. Et de ce fait, le papa était dans certaines émotions de doute, de peur, de perdre. Ça a influencé beaucoup de choses autour de sa vie. Et le bébé captait ça. Et lui, il extériorisait à sa manière avec de l'eczéma. Et quand j'ai parlé à la maman d'abord, lui expliquer certaines choses vis-à-vis du papa. Le couple a parlé ensemble, après ils ont parlé, ça. Ils ont apaisé certaines peurs. Et petit à petit, l'eczéma du bébé s'est estompé. Donc ça peut aller très loin. Une pensée, une émotion, quelque chose qui n'est pas résolu, peut tout affecter. Affecter les choses physiques et non physiques. Est-ce que tu as vu la même chose se produire pour les animaux? Oui, complètement. Oui. Les animaux ont une faculté d'absorber les énergies d'une façon incroyable. Par exemple, dans un couple qui va mal, un couple qui se dispute régulièrement, qui ne va pas bien, qui n'est pas heureux, l'animal va absorber toute l'énergie qui se dégage de leurs émotions et il va tomber malade ou il va avoir des troubles de comportement. Il va extérioriser à sa manière ce qu'il ressent lui en tant qu'animal. Et il va l'exprimer à sa manière. Tout influence tout, tout est lié. Par rapport à ça, il y a aussi l'effet inverse. Notamment cette femme, suite à une conférence qui était venue te voir. Est-ce que tu vois Oui, je vois. Merci. Alors je te la laisse la raconter celle-là aussi. Ça aussi, que j'ai souhaité partager dans le livre. J'ai vu dans un de mes séminaires, j'ai vu une jeune femme qui était très lumineuse, avec un regard simple et vrai, authentique. Et elle dégageait quelque chose de très serein. Et pendant une des pauses, elle est venue me parler en me disant, tu sais, pour en arriver là, j'ai traversé quelque chose de difficile. Et elle a eu une maladie très très grave en fait. Elle a eu la sclérose en plaques, quelque chose de vraiment à un grade élevé. Et elle s'est dit, d'elle-même, elle s'est dit, tout peut nourrir ma maladie. Toutes les choses négatives peuvent nourrir ma maladie. Et en fait, elle a décidé d'en parler à personne de sa maladie. Parce qu'elle s'est dit, certainement, dans sa tête, c'est que si elle allait en parler, les gens allaient la plaindre.
généralement, la famille, ils sont très forts pour ça. C'est rentrer dans un système de plainte pour pouvoir avoir un soutien, mais c'est pas vraiment un soutien parce que le fait qu'ils disent oui, tu souffres, tu es pas bien, on n'est pas bien de te voir comme ça, tu dois avoir mal, tu dois être pas bien. Tout ça crée en eux des émotions négatives aussi. D'accord? Donc cette émotion négative, en réalité, elle nourrit aussi la maladie du patient. Et cette personne, elle a décidé de parler à personne de sa maladie. Elle a fait des petits rituels selon ses propres convictions. Euh, Elle a changé certaines choses dans sa vie. Elle a éloigné toute source de négativité. Et finalement, elle a guéri. Elle a guéri parce qu'elle n'a pas donné la possibilité à d'autres énergies de nourrir sa maladie. Et elle est allée vers la guérison. Et il y a beaucoup de cas comme ça dans le monde qui sont signalés. Euh, Quand des gens rentrent dans l'émotion, quand ils sont autour de toi, quand tu es malade, s'ils rentrent dans un état émotionnel, que ça les affecte aussi, leur état émotionnel, c'est de l'énergie qui va se propager d'eux et qui va nourrir ta maladie. Donc c'est important de pouvoir aussi, quand quelqu'un est malade, de pouvoir s'entourer de gens qui sont positifs, qui ont de la joie, qui restent dans une vibration positive, quoi qu'il arrive. J'ai vu des guérisons comme ça. Il y avait un petit garçon justement qui était très malade et sa famille a voulu qu'il soit entouré que de gens positifs, que des gens qui sont dans une énergie positive, une énergie de joie, quoi qu'il arrive. Et il a guéri de cette manière-là, ce petit garçon. Il y a des choses incroyables qui se passent parce que comme je le dis et j'insiste beaucoup dans mon livre et dans les enseignements que je donne, tout n'est qu'énergie et les énergies nourrissent les énergies. L'énergie se propage partout dans l'univers. Et c'est ça qui influence tout, parce que tout est lié par ces énergies. Alors voici ce que tu nous dis. Les pensées et les émotions sont des choses importantes à prendre précieusement en considération pour trouver l'équilibre entre son corps et son esprit. Et c'est à ce niveau final, entre guillemets, profond, que je souhaite te mener. Si tu comprends cela, si tu perçois l'importance d'harmoniser tes émotions et ton esprit, et si tu prends conscience que la nature t'offre tout ce dont tu as besoin, alors tu accéderas certainement, je te le souhaite, entre autres, à ta capacité d'auto-guérison. De ce fait, tu harmoniseras également tes énergies avec tout ce qui t'entoure. Tu comprendras que pour la mère Terre aille bien et qu'elle ait une bonne santé dans les temps prochains, pour que les animaux, les forêts, les autres êtres humains aillent bien aussi, il est essentiel que tu ailles bien d'abord, physiquement, mentalement et émotionnellement, car comme je le dis toujours, tout est lié. Oui. C'est logique hein, ce que tu dis, mais encore une fois, important de pouvoir insister que tout commence en soi. Oui, tout commence en soi. Les changements, les transformations, le bien-être du monde, le bien-être de tout être vivant qui t'entoure de près comme de loin, tout commence par le bien-être de soi. Et quand je parle de changement du monde, il ne faut pas attendre que ça se passe. Il ne faut pas attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe et que ça transforme le monde. Non, la transformation vers un monde meilleur, ça commence par l'intérieur de soi et harmoniser sa santé, son esprit, c'est-à-dire tout harmoniser pour être bien en soi, autant physiquement qu'émotionnellement. Parce que tout ce qui émane de toi, l'énergie qui émane de toi, influence tout autour. S'il y a beaucoup de souffrance sur Terre, la souffrance, c'est de l'énergie. Si les gens font l'effort d'aller bien eux-mêmes, chacun dans leur maison, de dire je fais quelque chose pour aller mieux, pour me donner une énergie positive, pour ma bienveillance, alors ça veut dire qu'il va propager une énergie positive et il va avoir de la bienveillance pour tout ce qu'il vit sur Terre, et y compris pour la Terre. Tu vois ? Donc la transformation du monde, elle va commencer par la transformation de soi. Important, et c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est pas du tout de l'égoïsme. C'est chaque personne doit émaner une énergie positive pour pouvoir transformer ce monde, pour pouvoir transformer la Terre et pour pouvoir être bienveillant envers tout ce qui y vit. D'ailleurs, tu précises que la Terre, bon, nous sommes dessus,
avec tous les différents règnes qui y vivent, et que la manière dont on utilise, dont on ponctionne, ça serait le terme, par exemple le pétrole ou autre, si le pétrole existe, c'est que c'est un des composants de cette planète vivante. Et tu compares ça à du sang. C'est dès le moment où on octroie avec une trop grande intensité différentes parties, composants de cette terre, eh bien forcément, c'est comme si on attaquait, comme un virus, un organisme vivant et que ce dernier va forcément réagir. Et puisque tout est lié, la planète va chercher à se défendre et que les événements que nous trouvons à l'heure actuelle sont la manifestation de notre aveuglement à, quelque part, couper la branche sur laquelle on est assise. Exactement, tu as bien défini les choses. Oui. L'être humain s'acharne à couper la branche sur laquelle il est assis et en plus, comme il n'arrive pas à la couper assez vite, il invente d'autres outils pour la couper encore plus rapidement. La Terre a des organes comme l'être humain, enfin, bien sûr, mais c'est des organes à elle. Le pétrole, le gaz, les minerais, tout ça, c'est des organes. L'être humain ponctionne ces organes-là. Et forcément, on s'est rendu compte physiquement, ça a été prouvé scientifiquement, que la Terre se dérègle progressivement, se détourne de son axe tout doucement. Il y a même le temps qui est modifié. On s'est aperçu qu'on avait perdu du temps, je crois, il me semble. Je ne pourrais pas expliquer ça de façon scientifique parce que je n'en suis pas un. Mais tous ces organes-là, toutes ces poches, que ce soit du pétrole, le gaz, tout ça, ça crée l'équilibre. C'est comme s'il y avait des organes, chaque organe qui est nécessaire pour qu'il y ait une énergie harmonieuse pour que la Terre continue à tourner, pour qu'on puisse continuer à y vivre. Si ces organes sont vidés, continuent à être vidés en permanence et de façon intensive, forcément la Terre perd son équilibre et elle va encore plus se désaxer, on va encore plus perdre du temps, il va y avoir un phénomène qui se passe. Et déjà on peut le ressentir, c'est que les gens se sentent de moins en moins bien. Il y a un phénomène de lourdeur qui se passe. Parce qu'en vérité, ça influence aussi sur la gravité. Ça influence sur tout. Et c'est important de prendre conscience qu'on est en train de vider les organes de la Terre, tout comme on pourrait ponctionner les organes d'un humain. Si on te ponctionne des parties de tes organes, forcément tu vas être déséquilibré et au final ça va entraîner la mort. Donc c'est la même chose pour la Terre, à son échelle à elle. C'est pas juste un bout de rocher. Toutes ces organes-là, les poches de pétrole, de gaz, de tout ça, ça a des raisons d'être, c'est pas un hasard. L'univers a créé ça ainsi, le créateur a fait ça ainsi. Il n'y a pas de hasard. En train de dérégler, l'être humain est en train de dérégler le fonctionnement de cette merveilleuse planète qu'il appelle lui la planète miracle, la planète bleue. L'être humain est en train de dérégler cette force de la nature, cette force de l'univers. Il est allé très loin, l'être humain. Et ça a été prouvé scientifiquement que les choses changent. La Terre ne tourne plus de la même manière, qu'elle dévie légèrement de son axe. Il n'y a pas de secret. C'est qu'on est en train de vider ses organes et de la déstabiliser, Il y a un autre passage du livre qui est très important. On en a parlé au tout début, mais là on va rentrer un peu plus en profondeur, si tu le veux bien, Conrad. Il s'agit des dons et des talents. Et alors pour ça, pour savoir quels sont nos dons et nos talents, tu nous dis de toute façon il n'y en a pas un supérieur à un autre. Il n'y a pas de petits talents ou de petits dons et des grands. Il y a juste des dons et des talents. Et qu'en même temps, pour avoir connaissance de ces dons et des talents, encore faut-il se connaître. Oui. Donc on en revient encore une fois à ce dont tu as parlé. Pour se connaître, vivre l'instant présent, être à l'écoute de ce qui se passe en soi et autour de soi, et observer ce qui se passe en soi et autour de soi pour en tirer des conclusions. Oui. Maintenant, il y a par rapport à ces dons et ces talents, il y a des éléments qui viennent, je dirais, entacher cette prise de conscience de nos dons et de nos talents. Oui. Tu mentionnais tout à l'heure que tu constatais qu'il y avait de plus en plus de néo-chamans ou de gens qui, parce qu'ils ont fait un stage en Amazonie ou un stage tout court d'un week-end,
ça titre la possibilité d'accompagner d'autres personnes, etc. Et là, tu vois ça comme un danger. J'aimerais que tu puisses nous en parler. Oui, j'ai constaté, alors c'est une constatation, hein, c'est pas une supposition, c'est une constatation. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de dégâts à ce sujet. Énormément de dégâts parce que les gens font un stage d'un week-end et ils s'attribuent un titre, chaman ou homme médecine, alors que la possibilité d'être chaman, la possibilité d'accéder à ces choses-là, il faut un travail, oui, ce travail-là. Il faut réveiller qui on est. Ça ne peut pas se faire en un week-end. Et il y a énormément de formules New Age, entre guillemets, qui font beaucoup de dégâts en ce moment. Des gens qui se disent être guérisseurs. Alors déjà, le mot guérisseur, moi, ça me sidère parce que être guérisseur, quand tu te donnes le titre de guérisseur, ça veut dire que tu guéris les gens, quoi qu'il arrive. Tu les soignes pas, tu les guéris. C'est-à-dire que n'importe quoi, n'importe quelle maladie, et que ce soit un animal ou un humain, tu les guéris. C'est-à-dire que c'est ça la guérison. Alors les gens qui se disent le titre de guérisseur, c'est, à mon sens, une grosse responsabilité de prendre ce titre. On peut dire qu'on aide les autres, qu'on les aide à se soigner ou à aller mieux, mais se donner le titre de guérisseur, c'est à mon sens un gros travail et une grosse connaissance de soi. Alors bien sûr, il y a des gens qui développent les dons ou qui restent connectés à leurs dons dès qu'ils sont enfants. Parce qu'à la base, dès l'enfance, tu as tous ces dons. Il y a les dons d'auto-guérison, les dons de guérison, de clairvoyance, de médiumnité, l'intuition. Tout enfant a ce don au départ. Après, selon l'éducation de chacun, soit on va amplifier ces dons et les découvrir progressivement et les amplifier, soit on va s'en couper. D'accord ? Tout dépend de l'éducation que l'on reçoit. Mais c'est tout un travail de soi, c'est toute une connaissance de soi, d'une observation de soi, et ça se passe en toute humilité, en toute modestie, et sans avoir aucune prétention, tu vois. Et moi j'ai vu des gens aller dans un stage de tambour un week-end, ils tapent sur un tambour le week-end, on leur apprend à fabriquer un tambour, ils tapent sur un tambour, ils sortent de là et ils se disent guérisseur, je suis guérisseur, je tape sur un tambour, je peux guérir les gens. À mon sens, c'est déraisonnable. Il faut toute une vie pour pouvoir dire je suis telle ou telle personne et j'accomplis telle ou telle chose. Et des fois, quand je vois des stages en Amazonie qui sont donnés, des stages par des chamans, il faut savoir que ces chamans ont une connaissance qui est millénaire en eux. On leur a transmis ces connaissances du grand-père à l'arrière-petit-fils. On transmet ces connaissances très profondes, très subtiles depuis des millénaires. Et je veux dire, on ne peut pas acquérir ces connaissances millénaires en l'espace d'un week-end. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens aller dans ces stages-là, dans ce genre de stage, et revenir en Europe et en disant « Je suis chaman. Je me donne le titre de chaman et je guéris les gens. » Et ça fait de gros dégâts. Ça fait de gros dégâts. Et ça fait parler l'ego, beaucoup. Tu vois ? Donc, à mon sens, là, les gens placés à leur juste place, il y a des dons, tout le monde a des dons, mais il faut pouvoir approfondir ses propres dons, pouvoir aller au fond de soi-même. Et les capacités, elles sont là, il faut juste les réveiller, tu vois. Il y a diverses façons de les réveiller. Et la première façon, c'est d'être à l'écoute de soi. Mais il n'y a pas la nécessité de se dire, ok, je vais faire un stage d'un week-end et je reviens, je suis guérisseur, ou chaman, ou quoi que ce soit. Non. De toute façon, ça ne trompe pas, les résultats ne trompent jamais, tu vois. Et même pour ceux qui se disent chaman, s'ils connaissaient vraiment le sens du mot chaman, le mot chaman, et ce que ça veut dire, et ce que ça est dans toute une vie, les gens auraient même peur de prononcer le mot chaman. Si vraiment ils savaient ce que c'est. Tu vois ? Tu peux nous faire part de ce qui est arrivé à cette mésange et de ce qui s'est passé par la suite ? Oh. Oui, j'ai vécu d'ailleurs cette histoire à plusieurs reprises. Oui, c'était en hiver en fait, et je mets toujours à l'extérieur, comme il y a beaucoup de neige là où je vis,
Je mets toujours des graines pour les oiseaux à l'extérieur. Tu vois, l'hiver, ils en ont besoin pour les protéines et pour pouvoir être plus solides en hiver. Neige, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'animaux qui meurent, les oiseaux et d'autres. Donc ben, moi, je leur ai fait un petit endroit où ils peuvent manger des graines de tournesol qui sont riches. Et un jour, j'entends sur la vitre de l'extérieur, j'entends un impact et je vais voir. Et c'était une mésange qui était dans la neige, elle était complètement inerte en fait. Elle avait le bec à moitié ouvert, le saignait, et elle était quasiment toute raide déjà, et froide. J'y suis allé instinctivement et j'ai fermé les mains sur elle. Et là, j'ai senti des présences dans la pièce. C'était très fort, très intense, avec une grosse chaleur. Et instinctivement, j'ai soufflé dans mes mains. Je suis allé vers la porte et j'ai ouvert les mains. La mésange s'est redressée. Elle est allée dans la neige, elle a fait un petit cri, bref. Moi, j'ai perçu ça comme un petit merci. Et après, elle s'est envolée, directement. Et c'est pas moi qui avais fait ça en réalité. Il y a d'autres formes qui sont venues pour aider à ce moment-là. Moi, je suis prêté. J'étais ouvert à ça, je me suis prêté. Mais c'est pas moi qui avais fait ça. J'ai juste permis ça, j'ai juste été un intermédiaire pour ça. Il y a des tas de choses qui se font, hein, des gens qui sont les intermédiaires, des instruments pour aller vers de l'aide comme ça. Mais il ne faut pas essayer de maîtriser quoi que ce soit, il ne faut pas essayer de se donner un titre parce qu'il s'est passé ça. Ça ne nous appartient pas. On est juste des instruments, ça ne nous appartient absolument pas. Oui, d'où l'humilité dont tu parlais tout à l'heure. Dans cette idée d'avoir des esprits ou des guides qui sont là pour réveiller, entre guillemets, cette mésange, dans quelle mesure est-ce qu'on peut appeler parce que autant tu ressentais la présence de ces présences, Ouais. est-ce pour autant que tu as demandé leurs actions, leurs énergies pour aider la mésange? Est-ce que tu avais une intention particulière ou tu n'as pas du tout réfléchi ou il n'y avait pas d'intention en particulier, si ce n'est de la prendre dans tes mains et de souffler sur elle? J'avais l'intention qu'elle ne meure pas. J'avais l'intention qu'elle ne meure pas. Et ça s'est fait instinctivement, de fermer les mains sur elle et de souffler. C'est pas moi, j'ai pas réfléchi à ça. Ça n'a pas été mentalisé. Mais moi, j'avais juste l'intention qu'elle ne meure pas. J'aime beaucoup les animaux, j'aime beaucoup les oiseaux. Et ça s'est reproduit à plusieurs reprises, ce phénomène-là, et en y mettant aussi une intention, et en faisant des demandes. En disant, aidez l'oiseau, aidez l'animal qui est là, et aidez-le du mieux que vous puissiez le faire. Et ça a marché aussi, tu vois. Mais il faut vraiment être dans la pureté et pas penser que c'est un pouvoir. Il ne faut surtout pas penser que j'ai un pouvoir à ce moment-là, super, je suis un être humain surdoué, j'ai un pouvoir. Non, il n'y a pas de pouvoir. Il y a juste l'instrument qui parle et tu es juste... ouais, c'est ça, juste un instrument qui permet cette énergie universelle de pouvoir accomplir des choses. Tu vois? Il n'y a aucun pouvoir en réalité. Sauf celui qu'on attribue à autrui, et c'est là où on en vient au conditionnement, et c'est important. J'aimerais que tu puisses développer le passage que je vais lire. Tu n'as quasiment pas la possibilité de les réveiller. On va dire ces fameux dons, talents, capacités. Oui. Ou de les expérimenter, car le contexte dans lequel la société te fait vivre occupe ton esprit, te préoccupe, favorise tes peurs, ton stress et tes doutes. Les diverses formes d'éducation y contribuent et entretiennent cela. Tu es affairé et absorbé par une multitude de tâches. Ta vie, qui a été créée autour de toi, t'empêche peut-être de t'élever spirituellement et de prendre conscience que tu as vraiment des dons. En réalité, il y a aussi certains grands messieurs de ce monde qui font en sorte que tu puisses penser que la vie que tu mènes est bonne pour toi. Cela leur permet de contrôler et garder un très grand nombre massif de personnes vers le niveau ordinaire, entre guillemets, ou très bas, pour les tenir dans des occupations très simples.
et ainsi éviter que les populations évoluent spirituellement ou même personnellement. Plusieurs choses te tiennent volontairement vers l'ordinaire, comme certains dogmes religieux avec les peurs, les croyances, les superstitions et les préoccupations qu'ils engendrent. Puis il y a les politiques et autres. Je vais m'arrêter là, mais ce que je souhaitais mettre en perspective dans ce passage, c'est que dans le formatage, il est valable pour tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une idée principale, l'exemple du couple, par exemple, hein, que l'image du bonheur serait qu'on vive toute une vie à deux, et qu'on irait toute une vie avec notamment des enfants. C'est l'image du bonheur. Ou d'avoir une maison, par exemple. Et que ces conditionnements sont tellement ancrés, sont tellement forts, qu'on a du mal à se dire que peut-être que mon bonheur, à moi, c'est peut-être tout simplement autre chose. Mais difficile de ne serait-ce que de se poser cette question, finalement, qu'est-ce que pour moi le bonheur, mon bonheur à moi, ça serait quoi? C'est difficile. Alors, oui, c'est difficile dans la mesure où on te fait écouter autre chose que toi-même. Tu vois, quand je parle des grands messieurs, le grand messieurs, ça part déjà dès la maison, ça part déjà dès l'éducation parentale, par exemple. Parce qu'eux-mêmes ont reçu une éducation, on leur dit, il faut avoir des enfants, il faut avoir une belle maison. Et d'ailleurs, regarde, quand tu arrives à un certain âge, 30 ans ou 40 ans, si tu n'as pas des enfants, on te dit, mais c'est pas normal. Les amis, le contexte social, les parents, la famille te dit, mais c'est pas normal, tu dois avoir des enfants. Tu as 30 ans, tu te rends compte que tu n'as pas d'enfants. Tu es presque pris comme un paria, quoi, tu vois, si tu n'as pas d'enfants. Mais en réalité, on n'est pas obligé de se formater à des croyances qui ont été transmises de génération en génération. L'essentiel et la vraie spiritualité, c'est de se rendre heureux. Peu importe, il y a qui sont heureux parce qu'ils ont une famille de 10 enfants et ils ont un bonheur incroyable. Il y a d'autres personnes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants et qui suivent un chemin un peu plus spirituel et ils sont heureux comme ça. L'essentiel, c'est de se rendre heureux. Ça, c'est la vraie spiritualité au-delà de tout. La spiritualité, c'est pas de suivre telle ou telle religion, c'est pas de faire telle ou telle pratique religieuse ou telle prière, c'est de se rendre heureux. Ça, d'accéder au bonheur, tu vois. Et pour ça, il faut qu'il y ait un équilibre en toutes choses. Il ne faut pas juste favoriser une vie spirituelle ou juste une vie matérielle. Il faut pouvoir harmoniser les deux et aller vers le bonheur et dire me rend vraiment heureux, moi. Est-ce que c'est de faire comme mes parents? Est-ce que c'est parce que tout le monde m'a dit que c'était pas normal de ne pas avoir d'enfants, alors je vais faire des enfants pour être dans la norme et pour plus avoir de jugement externe? Ou est-ce que je me rends compte que c'est pas ça qui me rend heureux et que j'ai envie d'aller vers mon bonheur avec autre chose? Tu vois, il faut pouvoir s'observer encore une fois et ne pas être dans l'obligation de suivre quelques dogmes que ce soit. Les dogmes commencent à la maison déjà, tu vois. Après, il y a les dogmes religieux qui te mettent dans certaines choses. Et ça, forcément, il faut que tu aies des enfants, il faut que tu aies une maison, il faut que tu aies une voiture, il faut que tu aies une bonne situation professionnelle. Ça te tient dans une réalité matérielle qui t'occupe et te préoccupe l'esprit. Et ça t'empêche vraiment de te connaître et de te connecter à tes dons, à qui tu es. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'avoir une famille. Au contraire, c'est quelque chose de merveilleux. D'avoir des enfants, une famille, d'avoir une maison, c'est quelque chose de merveilleux. Mais il faut aussi pouvoir s'écouter soi et ne pas écouter que des choses externes à soi. Tu vois? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Pouvoir se recentrer sur soi et dire, vibre en moi. Et on ne m'a pas appris ces choses-là. Elles vibrent en moi, mais il faut que je les connaisse, ces choses-là. Et très souvent d'ailleurs, je vais te dire, je vais aller plus loin, en parlant de bonheur et de spiritualité, j'ai souvent entendu des gens dire quand je trouverai ma moitié, je serai heureux. Quand je trouverai l'autre, je serai heureux, j'aurai mon bonheur, je trouverai ma moitié. Et ça sera bien. Mais en réalité, des fois, il y a des gens qui cherchent toute une vie l'autre moitié. Et pourquoi ils ne la trouvent pas? Parce qu'en réalité, avec l'éducation parentale, religieuse, scolaire, on les coupe progressivement de certains dons, de ses capacités, de l'instinct de percevoir les choses intangibles, des dons de médiumnité, de voyance, de l'intuition.
L'amour aussi, l'amour universel, l'amour divin qui est en soi, on coupe progressivement l'être humain de ça. Et ce qui se passe, c'est que l'être humain, il va alors chercher à l'extérieur, très loin, il va dire, quand j'aurai trouvé ma moitié, je serai heureux. Mais en réalité, cette moitié qu'il cherche en l'autre, elle est en lui. C'est tout ce qui a été éteint en lui progressivement, tout ce qui a été éteint par certaines formes d'éducation, qui va rechercher. Et comme il n'est pas conscient de cette moitié qu'il a à l'intérieur de lui, il va la chercher à l'extérieur dans l'autre. Et là, va s'en suivre des engagements, des attaches envers l'autre, qui sont complètement faussées, tu vois. Et il oublie toujours lui-même, il oublie cette moitié, en réalité cette moitié est en lui. Alors il ne faut pas chercher la moitié en l'autre, il faut la chercher d'abord en soi. Cette moitié, il faut la réveiller. C'est cette moitié qui a été éteinte au fil de l'évolution de l'être humain. Et une fois qu'on a trouvé cette moitié, qu'on a trouvé cet amour de soi, qu'on a trouvé toutes les choses qui nous manquent, eh bien on ne peut que avoir envie de partager l'amour, mais sans besoin. Ça ne devient plus un besoin. Plus besoin de s'engager avec l'autre, plus besoin de s'attacher à l'autre, juste envie de partager cet amour avec l'autre. Et c'est ça qui est merveilleux, tu vois. Ne plus remplacer l'amour dans le partage avec des choses matérielles, des engagements et des attaches qui ne rendent pas forcément heureux. Tu vois? Oui, je trouve que c'est très bien dit. Je t'en remercie. Merci à toi. Et ce dont tu parles est extrêmement important à mon sens. Et je vais te dire pourquoi. Je le constate par rapport aux émissions que je peux réaliser à l'antenne. Il y a, quand par exemple on t'écoute et qu'on sait qui tu es, on se dit oh, c'est génial, il communique avec les animaux, il entend les esprits, il peut communiquer avec eux, il a des dons, médiumnité, clairvoyance, clairaudience ou que sais-je. Et les gens, et je fais une généralité bien évidemment, recherchent ça, pensent qu'ils seraient plus heureux s'ils avaient cela. Et paradoxalement, ce que tu nous dis, c'est pas par là que ça commence. Il faut commencer par le commencement. Déjà, s'aimer soi-même, savoir s'écouter, et tout le reste en découle. Exactement. Exactement. Et il ne faut pas penser, j'aimerais avoir ça déjà, parce que j'ai déjà ça. Tu vois? J'ai déjà ça, il faut juste le réveiller. C'est comme une lumière qui a juste été éteinte. On a appuyé sur un interrupteur. À partir de l'âge de 9-10 ans, on te fait rentrer dans des valeurs matérielles. Et ça ne veut pas dire que l'ampoule elle est cassée. Ça veut dire qu'il faut juste que toi-même, tu réappuies sur cet interrupteur et que tu réveilles ce qui est déjà là. Et encore, tu insistes bien en disant que ces dons, ces talents, il ne faut même pas les chercher. Ils arrivent, j'allais dire, spontanément, en effet secondaire. Oui. Et dès le moment où on veut les rechercher, ça veut dire que l'ego est trop fort, qu'il est là, qu'il est présent, qu'il veut s'accaparer quelque chose, qu'il veut l'utiliser pour lui, pour son nombril. Et là, ça fausse tout. Déjà, commencer par s'aimer, se donner du bien, du bonheur. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est pas être égoïste. Alors, comment faire la distinction entre la part de l'ego qui pense à lui, pour son nombril, et puis penser à soi et à se donner du bien. Comment faire la distinction? Eh bien déjà, par exemple, tu vois, le discernement dans l'égoïsme, c'est j'ai quelque chose qui me fait du bien, j'ai quelque chose qui me rend heureux, mais j'ai envie de le garder pour moi, j'ai pas envie de le partager. Ça, c'est égoïste. Tandis que si je dis je cherche quelque chose pour rendre heureux, je cherche quelque chose pour accéder au bonheur. Et quand je trouve ce bonheur, ça émane de moi, ce bonheur. Et donc forcément, je le partage avec les autres. Tu vois? C'est ça la différence, le discernement. Et il y a des religions qui disent que c'est égoïste de penser à soi, que c'est pas bien et qu'il faut se donner complètement aux autres. Mais moi, je dis que pour se donner complètement aux autres, il faut forcément passer par la bienveillance de soi-même d'abord. Tu ne peux pas donner aux autres si tu es malheureux. Tu ne peux pas donner aux autres si toi-même tu es dans un état de vibration négative. Toutes les parts de toi-même, autant le bon que le mauvais. Tu vois? Donc il faut
pouvoir être dans une énergie vibratoire positive, se donner du bonheur et de la bienveillance à soi pour que ça puisse émaner et le diffuser aux autres aussi. Tu vois, ça coule de source. Ça commence par soi. Et après, en ce qui concerne tout ce qui doit être réveillé, je dis qu'à un moment donné de la vie, ça se situe entre 30 et 50 ans, il y a l'instinct de l'enfant, tu vois, l'instinct qui t'a été donné, tout ce qui t'a été donné à ta naissance, et bien avant même. Il y a cet instinct, l'être humain dit, je ne sais pas pourquoi, mais je vis ma vie, j'ai ça, j'ai mon travail, j'ai une situation familiale, j'ai une belle maison, mais il me manque un truc. Je suis attiré par autre chose, je ne sais pas pourquoi, mais tiens, il y a un stage de développement personnel là, qui me parle. Je ne sais pas pourquoi, j'y suis jamais allé, mais ça m'intrigue, j'ai envie d'y aller. Ou alors, tiens, je vois tel livre qui parle de spiritualité, je ne sais pas pourquoi, mais je suis attiré par ça. Il y a un déclenchement qui se fait. L'instinct reprend le dessus entre 30 et 50 ans à peu près, et qui te fait retourner vers quelque chose de plus essentiel, vers quelque chose d'original, tu vois. Après, tu as le libre arbitre, bien sûr. L'être humain a le libre arbitre de dire non, ok, c'est pas grave, je continue ma vie ordinaire. Ou alors tu fais parler l'instinct et dire ok, puisque je suis attiré par autre chose, j'arrive à un certain moment de ma vie où il me manque un truc. Il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas complet. Et là, tu te dis ok, je vais voir ce qui se passe là. Je vais voir ce qui se passe dans quelque chose de moins tangible. Dans quelque chose qui n'est pas matériel et qui n'est pas dans mes habitudes. Et là, l'instinct se réveille. Et ça réveille aussi tout le soi, l'autre moitié de soi qui a été en dehors. Tu vois, les dons, les capacités, la faculté d'avoir de l'amour, de la compassion, l'écoute, la bienveillance, toutes les formes de dons qui te sont donnés depuis l'enfance. Tu vois, c'est instinctif, quoi qu'il arrive. Et à un moment donné, ça parle. Et après, chacun a le libre arbitre de le laisser parler ou pas, cet instinct. Conrad, on va aborder un autre paragraphe que j'ai trouvé très intéressant. Et je vais en lire une partie pour que tu puisses rebondir dessus. Il y a aussi des chercheurs qui vont étudier la vie de très anciens peuples. Ils peuvent décrire leurs coutumes, leurs rituels, les vêtements qu'ils portaient, leurs croyances, ce dont ils se nourrissaient, comment ils ont vécu et comment ils sont morts. D'ailleurs, très peu de chercheurs se sont préoccupés de dénoncer ou oser dire clairement et honnêtement pourquoi, par qui et dans quel but certains anciens peuples ont été exterminés. Fin de parenthèse. Certains de ces explorateurs vont même jusqu'à voir ce qui se passe sur d'autres planètes. Ils peuvent dire de quelle matière est fait le sol de telle planète, quel est le gaz qui s'en émane, quelle est sa température, à quelle vitesse elle gravite, quelle est sa trajectoire, à quelle distance elle se trouve de la Terre. Il y a de très grands financements aussi pour cela. Toutes ces personnes passent et dédient leur vie à étudier tout cela. Certes, c'est merveilleux, mais moi je dis... Et alors? Oui, je parle aussi des chercheurs qui étudient la vie des dinosaures, qui peuvent te dire à quelle vitesse ils couraient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, avec qui il s'est battu, la texture de sa peau, etc. Quand je dis moi et alors, je dis que c'est bien tout ça. Il y a des millions et des millions d'argent qui est brassé pour tous ces chercheurs, c'est bien. Mais là, on arrive dans un grand changement planétaire et on n'a plus se préoccuper du passé. On ne doit plus se préoccuper de ce qui s'est passé chez les dinosaures ou chez les anciens peuples ou de ce qui se passe dans les autres planètes, de comment on le gravite, tout ça. L'essentiel, ça serait que les chercheurs et les scientifiques du monde puissent focaliser leur énergie maintenant pour savoir ce qu'il est bon de faire pour sauver la Terre et tout ce qu'elle porte encore. Les dinosaures, ils sont morts. On ne peut rien y faire. Il y a des peuples qui ont été exterminés, ou des animaux qui ont été exterminés, on ne peut rien y faire, c'est le passé. Mais moi je pense qu'il faudrait arrêter de faire semblant de fouiller le sol et d'occuper l'esprit, alors qu'il y a des choses essentielles maintenant à faire pour sauver la planète et tout ce qu'elle porte. Moi, je dis que ce serait important maintenant que les chercheurs et les scientifiques soient financés pour des justes causes. Maintenant, ce qui se passe à l'heure actuelle sur la Terre, chercher, trouver des choses pour sauver tout ce qui reste à sauver. Et c'est comme si
je prends l'exemple dans le livre, c'est l'être humain qui dissèque la petite grenouille, qui la coupe en morceaux, et qui la regarde, et qui dit, ah ouais, tiens, elle a mangé ça, elle vivait ça, et tout ça. Il a tué la petite grenouille pour pouvoir la connaître. Et est-ce que l'être humain, que toutes les choses meurent sur Terre pour s'y intéresser? Est-ce qu'on va attendre que les choses soient irréversibles pour pouvoir leur donner de l'intérêt? Non, il ne faut plus attendre. On est dans une période de grands changements où chaque action est nécessaire et tout le monde doit se préoccuper, que ce soit toi, moi, les grands scientifiques de ce monde, les politiciens, les chercheurs, tout le monde doit se focaliser dans le moment présent de savoir ce qu'on peut faire pour sauver la Terre et ce qu'elle porte. C'est essentiel. Il faut arrêter de se leurrer, il faut arrêter de dépenser de l'énergie et de l'argent inutile à voir ce qu'a mangé le dinosaure il y a 60 000 ans. Ça ne sert à rien tout ça maintenant. Il faut savoir, de se préoccuper de savoir ce qu'on va manger là, nous, maintenant, de ce qu'on va pouvoir boire, de comment on va vivre, comment on va respirer. C'est plus important le passé. Il faut arrêter de chercher dans le passé et de tout disséquer. Il faut maintenant s'intéresser à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est bon de faire pour sauver la planète, pour sauver tous les êtres vivants qu'elle porte, les plantes, les arbres, toi, moi. Il faut maintenant que chacun mette de l'énergie là-dedans. On peut plus s'occuper le temps à avoir des petits loisirs, à chercher dans le passé des choses comme ça. Il faut pouvoir utiliser l'énergie et l'argent à des choses essentielles pour la survie de tout ce qui reste sur Terre. À mon sens, et selon les messages que l'on m'a transmis, c'est comme ça que l'être humain devrait s'activer aujourd'hui. Et en même temps, il y a un côté très culpabilisant à lire ce livre. Potentiellement. Ce que j'ai par là, c'est que tu mets, comme je le disais au tout début, en introduction, c'est sans phare. C'est brut de décoffrage, mais tu mets aussi bien tu fais un état des lieux que, en même temps, tout ce que les peuples premiers ont pu nous transmettre et nous transmettre encore sur cette sagesse. Et en même temps, sur cette fameuse culpabilité qu'il y a à avoir, tu nous dis, l'essentiel c'est de se faire du bien, de se connaître, et pour se connaître, c'est savoir qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me nourrit intérieurement. Comment, je dirais, à la lecture de ce livre ou à la vue d'un documentaire qui met comme ça, brut de pomme, décoffrage, pof, la réalité, voilà, c'est ça, on est dans cette situation-là. Comment continuer à se donner du bien. Alors, continuer à se donner du bien. Juste pour finir, Conrad, c'est pour un exemple. Une journée pour toi, ça consiste en quoi? Est-ce que ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu dors peu parce que justement il y a urgence, tu te lèves le matin et c'est tac, allez hop, on y va, on est dans l'action pour justement faire bouger tout cela en soi et donc à l'extérieur. C'est quand est-ce que, entre guillemets, on peut s'octroyer le droit de s'arrêter en se disant j'en ai marre d'essayer entre guillemets, de faire toutes ces actions. Des fois ça peut être décourageant, on peut se dire je me bats contre des moulins à vent, même si je fais mes petites actions. Il n'y a pas de petites actions et il ne faut pas se décourager. Chaque action est importante. Et pourquoi c'est important d'être bienveillant envers soi? Parce que forcément, bienveillant envers toi, tu es bienveillant envers la Terre. Tu ne peux pas te donner des choses qui te détruisent. Si tu fais ça, tu détruis la Terre aussi. Donc forcément, être bienveillant envers soi, se donner du bonheur, c'est aussi être bienveillant envers la Terre. Et donc forcément, en ayant envie d'être bienveillant envers toi-même, tu vas aller vers des choses plus simples, plus vraies, et tu vas avoir envie de faire des actes de bienveillance envers la Terre aussi. Tu vois, c'est des choses qui découlent d'autres choses. Tu vois. Alors, moi, tu me demandes si je dors peu. Non, je dors les quantités de sommeil nécessaires. J'écoute mon corps et je me lève pas tard le matin. Mais là, je fais, quand je me lève, je vais voir les arbres qui sont autour de moi. J'écoute les oiseaux. Je remercie pour ça. Il y a quelques fois où même je prends ma flûte et je vais jouer de la flûte aux arbres directement. Et puis après,
je commence ma journée par de la bienveillance envers moi-même, je me donne un bon repas, un repas qui est nécessaire, le repas du matin. Et puis après, je commence de diverses manières à, à transmettre ce que je dois transmettre. Par divers biais, je me sers de tous les biais possibles, tu vois, ça peut être par Internet, des conférences, par des séminaires, mais je fais tout ce qui est nécessaire pour partager la connaissance que j'ai, ce qu'on m'a transmis, tu vois. Voilà. Et chaque geste compte. Chaque geste, il n'y a pas de petits gestes qui ne comptent pas. À partir du moment où tu fais des choses pour toi, tu les fais aussi pour la terre. Tu vois? Lorsque tu fais mention dans ton livre et on peut le constater, hein, il y a eu des informations qui sont tombées là-dessus, des disparitions d'espèces. Bon, bah, il y a par exemple, je crois, le jaguar qui n'est plus, le jaguar tacheté qui n'est plus. Il y a en grand nombre parfois des dauphins ou des baleines qui viennent s'échouer. Il y a des groupes d'oiseaux qui viennent comme ça tomber sur certaines villes aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, mais par quantité, quoi. Ou des poissons qui comme ça remontent à la surface d'une rivière, d'un océan, sans pour autant qu'il y ait de pollution apparemment, ou de choses qui puissent nous expliquer le pourquoi de ce départ groupé, massif. Ouais. Alors, si j'étais un scientifique, je pourrais te donner plein d'explications tangibles, plein d'explications scientifiques. Et d'ailleurs, il y a des scientifiques qui s'évertuent à donner diverses explications qui peuvent être crédibles aussi, hein, bien sûr. Moi, ce que j'en sais, par rapport à certaines traditions anciennes, ça a été dit dans des textes anciens depuis des milliers d'années, et ça fait partie de certaines prophéties. Les animaux qui disparaissent de façon massive, comme tu l'as cité, c'est qu'en réalité, il y a des esprits, des groupes d'esprits, qui mettent justement les esprits de ces animaux dans certaines dimensions pour les préserver. Et quand les changements auront lieu sur Terre, quand on ira vers vraiment un monde meilleur, ces esprits dans notre dimension libéreront de nouveau les esprits de ces animaux sur la Terre. C'est pas moi qui le dis, c'est des anciennes traditions. Si tu lis un petit peu certains textes, par exemple chez les Tsitsitas, ce sont les Cheyennes en fait, ils décrivent très bien cela dans certaines prophéties. Mais il y a d'autres ethnies à travers le monde, dans plusieurs pays, qui disent exactement la même chose. D'accord? Donc ce sont des prophéties qui ont été dites depuis très longtemps, que des animaux allaient tomber sur Terre de façon massive dans un certain laps de temps. C'était annoncé depuis des centaines, voire des milliers d'années. D'accord? C'est pas moi qui l'invente. Voilà, ça a été dit. Voilà. Et moi, je trouve ça complètement sensé. Ayant une vision un peu plus connectée à des mondes intangibles, ça me paraît complètement sensé. Et à mon sens, c'est très possible que ça se passe de cette manière. Qu'est-ce qu'il en est de bon nombre on a parlé des jeunes tout à l'heure, hein, les autistes hyperactifs ou ceux qui sont qualifiés d'un peu de génie, difficiles à maintenir, donc camisole chimique ou pas, ou bref, pas facile non plus en étant sensible, en étant vierge quelque part, de voir l'agressivité du monde dans lequel on arrive, hein, on s'incarne, c'est quand même une claque. Hein. S'il y a un enfer, on pourrait potentiellement se dire que c'est ici, même s'il y a de très belles choses aussi. Hein, mais quand on est jeune et qu'on est hypersensible et qu'on voit une telle agressivité d'une manière générale, et que cette agressivité, c'est nous dit-on, le mot d'ordre, il faut être comme ça. Et d'ailleurs, tu le ressoulignes en perspective à travers les jeux vidéo pour les jeunes. La télé-réalité, qu'est-ce que l'on montre auprès de notre jeunesse, quoi? Qu'est-ce que l'on montre auprès de notre jeunesse? On montre de plus en plus de choses superficielles qui les plongent dans ce monde virtuel. Quand je prends l'exemple des télé-réalités, on te fait voir une bande de jeunes dans une maison de luxe ou sur une île paradisiaque,
et qui va survivre et qui va résister jusqu'à la fin dans cette maison luxueuse ou dans cette île. Et quand j'entends le mot survivre, ça me met hors de moi dans ce contexte-là, parce que les jeunes interprètent ça comme de la survie, vraiment. Ils se battent contre d'autres personnes, ils interprètent ça comme de la survie, donc ils se disent dans ce monde-là, de cette manière-là, par le biais de choses matérielles. Et pendant ce temps, pendant ces réalités-là qui sont là, et où on te montre des îles paradisiaques ou des maisons luxueuses où il y a des jeunes qui s'entretuent, là, qui s'insultent, où il y a de la médisance, du mépris, de la colère. Il y a des peuples anciens en ce moment-là, dans plusieurs parties du monde, qui essaient de survivre vraiment pour continuer à exister. C'est ça le mot survivre. Tu vois, donc il y a un paradoxe quand on t'annonce ces téléréalités, là on te dit qui va survivre dans tel contexte. On fausse notion chez les jeunes, tu vois. Et en même temps, il est vrai que les jeux vidéo qui mettent en exergue la violence n'invitent pas à être dans la paix, le partage, et de surcroît, c'est des mondes virtuels. Donc en attendant, on ne s'occupe pas de notre réalité. Oui, bien sûr, complètement. Les jeux vidéo, tu regardes un petit peu partout dans le monde, là, aux États-Unis ou dans d'autres pays, où d'un coup, un enfant va sortir une arme et il va tuer toute sa classe, le professeur et tout ce qu'il y a autour. C'est quelque chose d'horrible. Mais comment ils apprennent ça, ces enfants? Il y a la plupart qui sont ces jeux vidéo où on leur apprend la violence, on leur apprend à tuer, on leur apprend à tirer. Il y a des jeux de combat, de guerre. Et quelque part, ils font plus la notion entre le monde virtuel et le vrai monde à l'extérieur. Et il y en a peu qui vont interpréter ça comme une réalité. Ils vont aller et ils vont prendre une arme et ils vont tuer leur famille, les copains dans la classe, le professeur. Ça arrive de plus en plus. Je ne sais pas si chacun a pu le remarquer dans les informations, ça arrive de plus en plus. Ils sont imprégnés par ces choses virtuelles. Regarde, je prends l'exemple, quelque chose de Avatar, le film Avatar. C'est un hommage à la vie et un hommage aux anciens peuples, quelque part. C'est un message universel merveilleux, le film Avatar. Quelque temps après Avatar, il est sorti le jeu Avatar, où tu te mettais dans la peau du guerrier et tu pouvais tuer les avatars. Donc ça a tout démystifié, ça a tout cassé ce message universel quelque part. Et les jeunes se sont précipités à acheter ce jeu et ont tué de l'avatar, ont tué les bleus, tu vois. Je me positionne dans ceux qui sont en kaki et on a transformé complètement le message universel de l'auteur de ce film, tu vois. Parce que tu sais, dans ma vision des choses, il y a des réalisateurs, des écrivains, des auteurs de films, tout ça, qui sont aussi choisis pour transmettre des messages universels à leur manière. Des comiques aussi, des comiques qui sont choisis pour essayer de rester dans une vibration positive. Il y a des gens qui sont choisis pour ça, par d'autres dimensions, pour pouvoir donner des messages universels, pour pouvoir transmettre ça. Et c'est dommage que chaque fois, il y a des messages universels qui sont cassés, choses virtuelles, tu vois. Et il faut faire attention à ces générations-là, et les préserver absolument de toute cette violence qu'on leur apprend de diverses manières dans les mondes virtuels, ou de ces notions de survie, de ces notions d'exister et d'être supérieur à l'autre pour pouvoir continuer à survivre, tu vois. Il faut les préserver de toutes ces notions-là qui sont faussées, bien entendu. Moi je dis, ces jeunes-là, ils devraient aller voir les peuples premiers là, qui sont encore, par exemple, en Amazonie, là, tiens, par exemple, tous les peuples qui sont chassés pour le barrage de Belo Monte. Ça, c'est de la vraie survie. Tu vois, leur montrer cette notion de survie. Ils survivent parce qu'ils ont besoin de manger, qu'ils ont besoin d'exister. Ça, c'est une notion de survie. Pas la notion de survie qu'on montre dans une télé-réalité où il y a une maison qui vaut des millions d'euros ou une île paradisiaque. Ça, ce sont des fausses notions qu'on inculque à l'enfant, tu vois. Donc lui, il n'a que cette référence-là, et il regarde ça et dit, ok, bon, mais ça, c'est une réalité. Est-ce que toi-même, tu as la télévision? Non, je ne l'ai plus depuis très longtemps. Depuis que j'ai été en âge d'habiter tout seul, c'est-à-dire depuis que j'ai été en âge de quitter la famille, j'ai décidé de ne pas avoir de télé. Et je ne m'en porte que bien.
Donc tu as cependant Internet. Oui, j'ai Internet. J'ai choisi d'avoir Internet, c'est une volonté de ma part parce que ça me permet de travailler. C'est un outil de travail avant tout. Et c'est ce qui me permet de partager ce soir d'ailleurs cette émission. Et alors, qu'est-ce que tu fais de... Tu parles d'Avatar ou certains films, et à t'entendre, on a conscience que tu les as vus, ou tu as vu ce film, ou voire peut-être d'autres aussi qui sont intéressants. Est-ce que tu vas au cinéma? Ça m'arrive, oui, bien sûr. C'est quelque chose de merveilleux, le cinéma. Mhm. Donc tu choisis. Oui, 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 bien sûr. Je fais le choix. Je fais un acte de bienveillance envers moi-même. Je me dis, je vais voir ce film parce qu'il me parle avec le cœur. J'ai envie de m'imprégner de ça. Donc, je me fais des petits actes de bienveillance aussi. Voilà. On aborde de ces jeunes, hein, qui sont influencés, et en même temps, de l'autre côté, des jeunes qui sont relativement libres, indépendants, et transportés vers cette énergie universelle d'amour qui leur rayonne autour d'eux. Et de plus en plus, tu l'as précisé tout à l'heure, eh bien, la pollution ou les pollutions finissent par, très tôt, de plus en plus jeunes, d'atteindre cette jeunesse et de les foudroyer à l'âge de 20 ans, 30 ans, voire des fois plus tôt, hein. Je me souviens de Grégory Le Marchal, hein, le chanteur, qui est mort d'une maladie dégénérative. Et tu abordes aussi cette question-là dans ton livre. Parce qu'on vient aussi souvent vers toi en disant, mais je comprends pas, c'est toujours les meilleurs qui s'en vont les premiers. Il était tellement dans l'amour, dans le partage, le don de soi, la compassion. Pourquoi c'est toujours les meilleurs qui partent? Je te pose la question. Je ne sais pas si les gens ont pu le remarquer, mais de plus en plus, il y a des gens qui partent tôt. Et comme tu le dis, il y a ce sentiment d'injustice. Pourquoi lui? Il était dans l'amour, il était bienveillant envers tout le monde, c'était quelqu'un de bon. Je comprends pas, il avait 20 ans, 30 ans, il est mort. Selon mes visions, ces gens qui sont bons, qui ont de l'amour, et qui partent trop tôt, entre guillemets, qui partent dans l'autre monde, sans à moi et selon mes visions, selon mes connaissances, ce sont des esprits qui sont choisis pour devenir des esprits bienveillants, justement, et pour pouvoir aider la Terre et les gens d'une autre manière. Il y a une grande période de changement sur Terre en ce moment, où l'être humain va avoir besoin de beaucoup d'aide. L'être humain, la Terre et tout ce qui vit, va avoir besoin de beaucoup d'aide. Et ces êtres-là, ils sont choisis certainement pour devenir des êtres de lumière, et pour aider dans une autre dimension. Ces esprits ont été choisis pour aider les changements, pour aider l'être humain, pour aider la Terre. Donc après, ils se réunissent en d'autres formes, en d'autres groupes d'esprits, et ils sont choisis pour de belles choses. Il n'y a pas de hasard. Conrad, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Moi, je souhaitais personnellement lire une prière qui se trouve page 299, Oui. pour inviter les auditeurs à se joindre à cette prière, que j'ai trouvée très belle, hein. Mais juste avant de clore par cette prière, je voulais savoir dans quelle mesure peut-être tu souhaites aborder soit certains... Parce que le livre est vaste, il aborde bon nombre d'éléments, de parts de notre vie. Alors peut-être que certains qui te tiennent à cœur, je sais que tout te tient à cœur de toute façon, mais qui te viendraient à l'esprit à rajouter. J'ai abordé tous les aspects de la vie et j'ai abordé énormément de sujets parce qu'ils me tiennent tous à cœur. Et les uns ne vont pas sans les autres. Si je pouvais résumer en quelques mots, je dirais éveillez cet amour universel qui est en vous et éveillez cet amour du divin qui est là en vous. Et transmettez cet amour. Ça passe d'abord par l'amour de soi, je dirais. Forcément, ça passe par l'amour de soi. Mais prenez conscience que l'amour du divin, l'amour universel est là en chacun de vous. Éveillez-le et transmettez-le. L'amour, c'est la plus belle énergie qu'il puisse avoir sur Terre. Et c'est cette énergie-là qui transformera les choses. L'énergie de l'amour universel.
c'est ça qui transformera les choses et qui nous fera aller vers un monde meilleur. Alors, chacun de vous devait éveiller cet amour qui est là. Voilà comment je pourrais résumer les choses. Donc, à moi de te citer, et donc j'invite tous ceux et celles qui nous écoutent et qui le souhaitent, bien évidemment, puisque c'est une invitation à se joindre à nous pour accompagner cette prière. Dans cette période de changement, j'espère et souhaite profondément que les actions de chacun, chacune, permettront alors que certaines prophéties puissent ne jamais s'accomplir. Je souhaite que par tes pensées, ta conscience, tes actes et ton amour, tu éviteras qu'un jour le ciel ne s'assombrisse, que l'être humain ne puisse plus voir le soleil et que la couleur du ciel ne devienne pas à l'image de la noirceur des actes et des cœurs de certains hommes. J'espère que les eaux du monde ne deviennent pas un jour imbuvables. Je souhaite aussi qu'elles n'engloutissent plus davantage des êtres innocents et que chaque être vivant puisse toujours bénéficier de cette eau, source de vie. J'espère et souhaite que l'air ne devienne jamais un poison, mais qu'il puisse toujours être bon à respirer. Je souhaite que l'être humain puisse un jour se détacher de son amour pour le matériel, le pouvoir et l'argent. Qu'il puisse se débarrasser de son côté sombre et ne plus être dominé par le poison créé par ses attachements futiles, superficiels et néfastes à toute forme de vie. Qu'il puisse accéder à un autre amour, afin de vraiment s'aimer et aimer. Conrad White Eagles, un même souffle, le chemin vers une nouvelle conscience, une énergie universelle, une nouvelle lumière. Conrad, donc, qui était avec nous ce soir, vous pouvez vous procurer le livre en allant sur son site Conrad, C-O-N-R-A-D, la touche 6 de votre clavier si vous n'avez pas de clavier numérique, la lettre A juste après, .com. Je répète, conrad-a.com. Conrad. Je te remercie infiniment, Laurent, de m'avoir reçu ce soir et d'avoir permis de partager ça. C'est moi qui te remercie parce que je sais à quel point il est difficile de parler de tous ces aspects, de tous ces sujets d'une manière orale, j'entends. C'est vraiment pas facile d'exprimer des émotions, d'exprimer des ressentis. Et c'est vrai que le livre, et en ça, pour moi, c'était très intéressant de voir à quel point tu as pu inscrire, graver, et comme tu le disais, mesurer chaque mot et de l'intensité des mots que tu as pu retransposer dans ce livre. C'est un très beau livre et je te remercie pour cette énergie que tu nous transmets. Merci. Je ne peux que te souhaiter une très bonne continuation et de continuer à rayonner comme tu le fais déjà. Et je l'espère en tout cas. Merci encore à toi. Merci à toi, Conrad. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.